Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron s'est adressé en chef de l'État hier soir aux Français pour leur parler du conflit en Ukraine. En chef de l'État, mais pas en chef de guerre, puisqu'il a écarté l'idée que nous soyons en guerre avec la Russie. Il a revendiqué le fait de parler encore avec Vladimir Poutine. Peut-on encore croire qu'on ramènera Poutine à la raison uniquement par la diplomatie ? Il y a les deux voies qui sont ouvertes. On a à la fois évidemment la voie diplomatique, parce qu'on ne peut pas prendre le risque de ne plus avoir du tout de dialogue avec la Russie, parce que des pourparlers doivent pouvoir exister entre l'Ukraine et la Russie pour ramener la paix. Et puis d'autre part, on a des sanctions extrêmement puissantes, coordonnées au niveau européen et même au-delà. Quand on voit le résultat du vote sur la résolution à l'ONU, 141 pays qui votent favorablement à cette résolution, seulement 5 qui votent contre, on voit bien l'isolement dans lequel se trouve la Russie et la force de coordination qu'on a réussi à avoir. Mais de quoi est-ce qu'on peut parler avec Poutine et à quel rythme? Parce que la guerre avance vite en Ukraine pendant ce temps-là. La stratégie de désescalade jusqu'ici, ça n'a pas été très probant. Mais vous avez encore une fois des sanctions extrêmement puissantes. Quand vous avez tous les avoirs de la Banque centrale russe qui sont gelés, quand vous avez 488 personnalités, oligarques qui voient là aussi leurs avoirs être complètement gelés. Vous avez le système bancaire qui lui aussi a été atteint. Vous voyez bien quand même l'ampleur des sanctions. Ce sont des sanctions qui vont toucher la population russe, qui d'ailleurs est en train progressivement de manifester, prenant des risques. Vous avez vu les arrestations massives qui ont lieu à chaque fois qu'il y a des manifestations. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir des sanctions financières et économiques très puissante à l'encontre de la Russie et en parallèle de continuer un dialogue. On ne dit pas qu'il est aisé, on sait bien qu'il est très difficile, mais parce que justement la Russie se retrouve dans une situation d'isolement invraisemblable. Est-ce que le président russe peut prendre le risque pour sa propre population demain d'avoir des enjeux économiques, d'avoir des enjeux sociaux, d'avoir des enjeux alimentaires qui seront extrêmement puissants, qui seront extrêmement importants, d'être complètement isolé sur la scène internationale, ou est-ce qu'à un moment de toute façon il sera contraint au dialogue, contraint à des pourparlers de paix? C'est un pari sur une forme de rationalité qu'il aurait encore. Je n'ai jamais parlé à Vladimir Poutine, je ne suis pas sûre que vous non plus, mais la question elle n'est pas là. C'est qu'à partir du moment où on a cette guerre avec l'Ukraine, où on a des civils qui ont été touchés, on a des monuments d'ailleurs de mémoire qui ont aussi été frappés, où on a une violence qui s'exerce contre la souveraineté et l'intégrité de l'Ukraine. Soit on dit qu'on refuse de parler, qu'on ne laisse plus jamais ouverte la porte aux négociations et au dialogue. Nous, on n'a jamais été sur cette position-là. On doit tout tenter encore et encore pour ramener au dialogue. Donc on fait les deux. On fait ce dialogue diplomatique très solide et on fait une réponse très coordonnée avec des sanctions extrêmement puissantes qui n'ont jamais été portées. On a souvent essayé de faire le parallèle avec ce qui s'est passé en 2014 au moment de la Crimée, mais vous n'aviez jamais eu cette ampleur et cette coordination dans les sanctions. C'est aussi, au corps défendant de Vladimir Poutine, probablement la naissance d'une Europe diplomatique extraordinairement puissante. Le président Macron a annoncé un sommet des chefs d'État justement et de gouvernement européens la semaine prochaine à Versailles sur la défense européenne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Justement, on a ce défi. Le chancelier allemand a dit qu'il était prêt à investir 100 milliards d'euros sur la défense allemande. Donc on voit bien qu'on est en train aujourd'hui, malheureusement il aura fallu la guerre en Ukraine pour que l'Europe de la défense puisse réellement naître, pour qu'on ait cette coordination européenne. On critique trop souvent l'Union européenne quand elle est jugée inactive. On peut se féliciter qu'elle ait eu ce niveau de rapidité dans les décisions qui ont pu être prises et encore une fois d'exemplarité des décisions prises. Et puis le président a aussi dit que ce serait l'occasion de parler évidemment du défi énergétique. On voit bien que les décisions qui ont pu être prises par l'Allemagne ont été des décisions vraisemblablement extrêmement difficiles aujourd'hui pour les Allemands, de niveau de dépendance qu'ils ont dans leurs approvisionnements énergétiques. Ça aurait pu d'ailleurs freiner les sanctions mises en place au niveau européen. Ça n'a heureusement pas été le cas, mais on voit bien qu'on a un défi énergétique et de souveraineté européenne. Autre annonce hier soir, celle d'un prochain plan de résilience économique et sociale que Jean Castex devra mettre sur pied. Il y a quelques semaines déjà, quand le gouvernement avait présenté des mesures en faveur du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron avait été accusé de faire campagne avec le chéquier des Français. Est-ce qu'on va plus loin dans cette direction ? Mais on protège les Français.
on est pour la première fois à nouveau avec une guerre sur le continent européen. C'est d'ailleurs ce que le président de la République a exprimé hier, en disant que la guerre n'était plus dans nos livres d'histoire, qu'elle était en train de se vivre sous nos yeux, qu'on allait avoir des centaines de milliers de personnes qui étaient déplacées, demain des réfugiés qui allaient aussi devoir être accueillis en France. Et je salue d'ailleurs beaucoup de maires qui ont commencé à accueillir des réfugiés ukrainiens. Mais on va avoir aussi des répercussions économiques et on ne peut pas mentir aux Français. Ces répercussions économiques, elles vont exister sur l'alimentation, sur l'agroalimentaire, sur les prix de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse filer l'inflation au risque que les Français aient du mal demain à se chauffer, à s'approvisionner, à s'alimenter, que nos industries aussi puissent en payer le prix ? Ou est-ce que parce que justement on a assumé des sanctions puissantes, parce que c'est aussi le prix pour la liberté et pour la défense de nos valeurs, on protège les Français ? Je crois que là, s'il n'y a pas un consensus national pour dire que face à cette situation complètement inédite et exceptionnelle, on doit protéger les Français. Malgré les déficits, malgré la dette. Mais on ne peut pas prendre le risque que les décisions qu'on a prises ne soient pas soutenables pour les Français. On doit pouvoir continuer sur des sanctions. On doit pouvoir continuer sur l'isolement qui est en train de se passer diplomatique, encore une fois, de la Russie. Mais ces sanctions, elles ont aussi un coût. Et donc, il faut que ce coût soit amorti. C'est une guerre d'usure que vous nous annoncez, en fait. Non, mais le président de la République l'a annoncé. On sait très bien que ça ne va pas durer quelques jours ou quelques semaines, qu'on va avoir des répercussions durables. Moi, j'étais avec nos agriculteurs au salon cette semaine. Ils vous expliquent aujourd'hui qu'en Ukraine, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée des Russes et de l'avancée des forces militaires russes, les Ukrainiens détruisent les outils de production alimentaire. Que c'est une forme de politique de la terre brûlée, pour reprendre leurs propos. Et donc, ça veut dire que les conséquences sur l'agriculture, c'est pas cette année, c'est des conséquences sur 3 ou 4 ans. Donc ça veut dire des enjeux et un vrai défi alimentaire dans notre pays. D'ailleurs, on a demandé à la Commission européenne que les modifications puissent être apportées très rapidement pour qu'on puisse, sur des terres qui étaient en jachère, qu'on puisse à nouveau les cultiver. Mais ça veut dire aussi, encore une fois, des conséquences pour la vie quotidienne des Français. Et ces conséquences, elles doivent être amorties. Alors Emmanuel Macron a jusqu'à demain 18h pour faire savoir au Conseil constitutionnel qu'il est candidat à sa réélection. Il n'en a pas touché un mot hier soir, restant campé dans son rôle de chef de l'État, je le disais. C'est le président Macron au service du candidat Macron le plus longtemps possible ? Je crois que là, il y a quand même une circonstance complètement exceptionnelle et nouvelle du fait de la guerre en Ukraine. Et qu'à partir du moment où le président de la République s'est exprimé hier, je crois que tout le monde a vu non pas un candidat hier, mais a vu le président de la République qui s'est exprimé en tant que chef de notre diplomatie, en tant que chef des armées et aussi en tant que chef de l'État, en effet, sur les enjeux de protection des Français. Ensuite, il y aura et il doit y avoir une campagne électorale. Ça, c'est une nécessité absolue qu'il y ait aussi en parallèle de cette situation complètement exceptionnelle, un débat. Donc le président de la République ne va pas se dérober, il sera candidat, je le souhaite, nous le souhaitons ardemment dans la majorité présidentielle, et nous ferons cette campagne aussi sur des thématiques qui sont les enjeux de préoccupation des Français, sur l'éducation, sur la santé, sur le logement notamment. Justement, Emmanuel Macron est favori de cette présidentielle, la campagne sera courte, elle se fera avec ce conflit ukrainien dans les esprits. Si Macron est réélu, est-ce qu'il aura l'élan suffisant pour continuer la transformation du pays? C'est ce qu'il avait promis en 2017. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait aussi ce débat et cette campagne présidentielle qui est nécessaire, dans des circonstances complètement inédites. Je n'ai jamais fait campagne non plus pour la présidentielle avec une guerre sur notre continent en parallèle et avec des conséquences encore une fois pour les Français. Mais il faut qu'un certain nombre de thématiques puissent être posées pour qu'on reçoive un mandat clair sur la transformation du pays. Puis n'oubliez pas qu'il y a la campagne présidentielle et la campagne législative. Et donc les enjeux programmatiques, vous savez aussi, qui s'expriment au moment de la campagne législative pour dire si oui ou non les Français donneront une majorité au nouveau président élu. Je souhaite que ce soit le président de la République qui soit réélu. Je crois qu'on doit continuer à porter un élan de transformation du pays. Je pense notamment à la réforme des retraites. Il faudra évidemment aller au bout sur la transformation du système de retraite. Il faudra continuer sur la transformation de notre école, de notre collège en particulier. Il faudra continuer sur la transformation de notre système de santé. Il faudra continuer sur ce qui concerne au quotidien les Français. Ça, ce sont vos souhaits, mais est-ce que vous savez ce qu'il y aura dans le programme du président? Oui, j'ai quelques idées sur, évidemment, sur des grands points de programme, et c'est lui qui va pouvoir les exprimer. Pour le moment, les Français sont dans le blackout de ce point de vue-là. Oui, mais parce qu'eux-mêmes n'étaient pas et ne se sentaient pas en campagne. Enfin, je vais régulièrement à leur contact et on fait campagne, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on vous parle
parle pas matin, midi et soir de la campagne présidentielle. On vous parle du conflit, on vous parle des prix de l'énergie, on vous parle aussi du quotidien, on vous parle un peu moins de la campagne présidentielle. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une participation forte pour recevoir un mandat clair de la part des Français, et donc ce débat, il existera. Et justement, Emmanuel Macron a promis hier soir que la campagne permettrait un débat démocratique important. Est-ce que le meilleur moyen, ce ne serait pas pour lui qu'il accepte de participer à des débats à la télévision, par exemple, avant le premier tour, pour confronter les projets? On a l'impression qu'il n'est pas très chaud pour ça. Je crois qu'il ne s'est jamais vraiment dérobé sur les débats et les échanges directs avec les Français, notamment dans le cadre du grand débat où il a été extrêmement présent. Mais projet contre projet avec les autres candidats, pour le moment, vous savez, les débats d'avant le premier tour, ça n'a existé qu'une fois dans une campagne électorale, c'était en 2017. Avant, le seul débat qui existait, c'était au moment de la qualification au second tour. Donc je crois que moi, le président de la République, qui sera candidat, s'il y a une confrontation et un débat d'idées, il se fera déjà parce que vous allez l'interroger, vous aurez un débat qui existera dans l'opinion publique, puis parce qu'il y aura un débat de second tour. Mais il faut être qualifié au second tour pour avoir ce débat-là. Merci beaucoup, Merci Aurore Berger.